L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette première édition de l'économie autrement de la saison 2024-2025. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la cybersécurité dans les établissements de santé. On a pu penser un temps que la cybercriminalité se limiterait à certaines grandes entreprises et organisations, par leur capacité à payer pour récupérer leurs données et protéger leur réputation. Depuis 2019 et la cyberattaque sur le CHU de Rouen, on sait désormais qu'aucune structure, aucune organisation n'est à l'abri d'une attaque informatique. Même les opérateurs d'importance vitale, ces administrations et entreprises publiques ou privées dont l'État a jugé le fonctionnement indispensable à la vie de la nation. Une cyberattaque sur un établissement de soins, c'est non seulement la crainte de voir des données personnelles sensibles divulguées et potentiellement utilisées contre vous, mais aussi celle d'un parcours de soins dégradé, susceptible de mettre notre santé et celle de nos proches en danger. Dans un contexte déjà compliqué pour les établissements de santé, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur. Pour développer le thème de cette émission, nous écouterons tout d'abord l'interview d'Erwan Kerrier, associé directeur KPMG, responsable des activités liées à la santé. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Linda El-Khattabi, directrice gestion opérationnelle du système d'information du centre hospitalier universitaire de Lille, ainsi qu'avec Thomas Aubin, responsable de la sécurité du système d'information du groupement hospitalier de territoire, Hôpitaux Publics Grand Lille. Nous terminerons cette émission avec le zoom et la mise en lumière de la société M&Moi, créée par Biljana Lesic, dont la vocation est de sensibiliser à l'importance du microbiote intestinal. Mais commençons donc cette nouvelle édition avec l'édito d'Erwan Kerrier. L'édito. Il est de plus en plus fréquent que nos journaux radio ou télévisés ouvrent leur édition sur une attaque cyber dont a été victime un hôpital. Stratégie partagée par de nombreux médias qui consiste à activer chez leurs auditeurs un sentiment d'angoisse qui les saisira profondément. À l'image des remparts du château derrière lesquels les villageois pouvaient se réfugier en cas d'attaque ennemie, l'hôpital est, par définition, le lieu où l'on pense être à l'abri. Alors, on dénonce cette nouvelle forteresse, incapable de se défendre des menaces extérieures. Ajoutons à cela la virtualité de l'agresseur, son côté obscur et étranger, la demande d'une rançon et 2 ou 3 images de patients et de soignants désemparés, et on obtient le scoop idéal qui associera films de science-fiction, séries policières et documentaires télé. Ce n'est pas exactement l'angle que nous avons choisi pour cette émission. La cybercriminalité est d'abord un sujet technique qui dépasse cependant largement le champ d'action de la direction des systèmes d'information de l'hôpital. Selon un rapport de l'Agence européenne pour la cybersécurité, la France est le pays européen le plus touché par les attaques visant le secteur de la santé. Leur nombre a augmenté de 22% entre 2022 et 2023. Par ailleurs, 54% d'entre elles sont de type rançongiciel. Les impacts d'une cyberattaque sont aussi divers qu'importants en termes d'organisation des soins programmés, d'échange d'informations sur les patients, de protection des données, des personnes soignées autant que des salariés. Et c'est la différence entre l'assaut contre les remparts d'une forteresse et la cyberattaque contre un hôpital. C'est qu'une fois que l'assaillant a été repoussé, le plus difficile à l'hôpital commence. Car pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est toute l'organisation des services qui a été mise à mal et qu'il s'agit de remettre sur pied. C'est une partie importante de l'activité qui a été gérée via du papier et des stylos. C'est un nombre colossal de données qui ont pu s'évaporer. Ce sont des milliers d'interventions qu'il faut reprogrammer en arbitrant parfois entre les patients. Alors, que faire, comme l'écrivait Lénine en 1902 ? Sensibiliser les parties prenantes, évaluer le niveau de risque, construire un dispositif robuste accompagné par un ensemble de pratiques, la pérennité de ces mesures de protection. Évidemment, la nature de l'action ne saurait être si simple et chaque établissement aura sa singularité. Mais, et nos grands témoins seront là dans quelques instants pour en parler, plus on se prépare, plus vite on pourra retourner à un niveau normal d'activité. Même si le parcours est long, semé d'embûches, et qu'à l'hôpital ou dans les cliniques, peut-être plus qu'ailleurs, il implique de repenser les pratiques de professionnels dont le métier est d'abord de sauver des vies. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. Pour approfondir de manière plus concrète les enjeux de la cybersécurité dans les établissements hospitaliers, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités au micro. Linda El-Khattabi, directrice gestion opérationnelle du système d'information du centre hospitalier universitaire de Lille. Bonjour Linda El-Khattabi. Bonjour à vous Guillaume. Ainsi que Thomas Aubin,
responsable de la sécurité du système d'information du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux Publics Grand Lille, regroupement 10 hôpitaux publics, dont notamment celui d'Armentières qui a subi une cyberattaque en ce début d'année 2024. Bonjour Thomas Aubin. Bonjour. Ma première question fait écho aux chiffres donnés par Erwan Kerry dans son édito. Quelle actualité pour les cyberattaques sous les établissements hospitaliers en 2024 ? Alors, une actualité effectivement rythmée par les Jeux Olympiques de Paris. Vous le savez, il y a eu une grosse actualité autour des Jeux Olympiques et des enjeux de cybersécurité. Alors, les établissements de santé n'étaient pas en toute première ligne, bien entendu, puisqu'ils ne participaient pas à l'organisation en tant que telle des Jeux Olympiques. Néanmoins, nous étions concernés par le sujet, que ce soit les établissements parisiens, mais les établissements lillois aussi, puisque nous accueillons des épreuves au niveau des Jeux Olympiques. Et donc, il a fallu se préparer pendant plusieurs mois en amont de cet événement pour effectivement renforcer un certain nombre de sujets en lien avec nos agences régionales de santé notamment qui nous ont demandé d'agir sur un certain nombre de points. Si on élargit un petit peu la focale post-Jeux Olympiques, 83 incidents qui ont été relevés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec un point particulièrement intéressant à relever. On va peut-être s'enorgueillir de la situation, mais très peu d'impact dans les hôpitaux. Donc, on va penser que nous étions prêts pour faire face aux enjeux de sécurité. Et donc, voilà, nous avons passé les Jeux Olympiques sans incident majeur. Toutefois, il faut quand même noter que le début d'année a quand même été riche en incidents de sécurité. Vous mentionnez le CH d'Armentières qui effectivement a subi une cyberattaque en début d'année. Vous pouvez aussi mentionner un certain nombre de mutuelles qui ont eu des cyberattaques retentissantes puisque touchant une grande majorité de la population française. Donc voilà, un secteur de la santé, on va dire, qui a été touché de manière globale, de manière assez similaire à 2023 avec un accroissement, mais sans plus par rapport au reste des entreprises au final en France. En 2019, le CHU de Rouen a été la première structure hospitalière victime d'une cyberattaque. On imagine que cette cyberattaque ne ressemble déjà plus du tout à celle de 2024. Comment est-ce que cette pratique évolue ? Comme vient de le dire Thomas, le système d'information et les établissements de santé sont de plus en plus touchés. On peut se dire qu'avant, on n'était pas la cible des cyberattaquants. Maintenant, nous le sommes devenus. De là à dire que les cyberattaquants n'ont plus d'éthique, c'est une question à se poser. Après, il y a eu un fort développement du système de santé avec un accroissement des risques informatiques. On est passé d'une informatique plutôt administrative vers une informatique plutôt soins, fonction stratégique et véritable outil épine dorsale avec le dossier patient informatisé et un véritable support à la prise en charge du patient avec des informations en temps réel, des interconnexions avec des équipements médicaux, une intelligence artificielle d'aide au diagnostic. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on risque en cas de cyberattaque dans un hôpital ? Quelles pourraient en être les conséquences ? Tout dépendra du périmètre touché. La conséquence la plus flagrante sera un ralentissement possible dans le cadre de la prise en charge du patient. Le patient, dans le système d'information hospitalier, est identifié de façon unique, ce qui permet à chaque système, un système d'imagerie ou un système de laboratoire, de pouvoir dialoguer entre eux et de pouvoir colliger l'ensemble des informations au sein du dossier patient informatisé. Quand on subit une cyberattaque et que ces interactions ne sont plus possible, on a un ralentissement dans le cadre de la prise en charge. Imaginons une prescription de laboratoire ou une prescription d'imagerie qui ne pourrait pas arriver directement à travers les systèmes d'information au niveau du laboratoire ou au niveau des services d'imagerie. De plus, les résultats qui, normalement, dans un système, arrivent directement dans le dossier patient informatisé et qui peuvent être consultés directement par les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge du patient, ne pourraient plus être disponibles. Après, effectivement, il y a aussi des périmètres qui sont moins visibles quand on est patient ou visiteur d'un établissement, mais les systèmes d'information désormais sont partout au sein des établissements de santé. Donc, vous pouvez avoir des impacts vers les professionnels. On pense bien entendu au processus de paye qui, dès lors qu'il n'y a plus d'informatique, est beaucoup plus complexe à mettre en ordre. On a aussi l'ensemble des flux internes à l'établissement et externes qui sont beaucoup plus complexes. On peut penser par exemple au flux avec la trésorerie, au flux de commandes pour alimenter en médicaments la pharmacie, pour alimenter en denrées la cuisine pour produire les repas. On peut penser à des systèmes un petit peu transversaux, typiquement une blanchisserie qui s'arrête
défaillante et qui n'est plus en capacité de produire le linge pour les chambres et pour les résidents, par exemple. Et puis, on peut aller aussi jusqu'à évoquer des systèmes de sécurité qui ne fonctionnent plus, des accès de bâtiments qui ne sont plus, protégés, des ascenseurs qui peuvent être non fonctionnels. Donc, les impacts peuvent être effectivement extrêmement larges. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas non plus forcément tout de suite, mais qui arrivent bien souvent dans le cadre d'une cyberattaque. C'est la fuite de données qui peut arriver pour un établissement. Alors, les établissements de santé ne paient pas les rançons et donc on ne récupère que très rarement les données par rapport aux attaquants. On les récupère généralement au niveau du dark web quand elles sont rendues publiques. Et donc forcément, ça peut avoir un impact sur l'image de marque de l'établissement, puisque l'établissement est en obligation de communiquer auprès des personnels et des patients qui sont touchés par cette fuite de données via courrier, obligatoirement. Et donc, on doit avoir une maîtrise de la communication dès le déclenchement de la crise pour ne pas avoir d'impact trop fort sur l'image de marque de l'établissement. Et comment est organisée la sécurité informatique au sein de votre structure ? La sécurité est organisée en couches avec tout d'abord une organisation placée au sein du groupement hospitalier de territoire, au sein d'une équipe qui travaille autour de la conformité numérique. Je suis pour cela accompagné d'un collègue délégué à la protection des données. Et donc cette équipe effectivement est en charge d'installer un système de management de la sécurité et de l'information qui établit effectivement des politiques pour protéger les données, notamment de santé, qui sont un enjeu crucial au sein des établissements, et qui, après, doit édicter les plans d'action qui tournent autour de 3 idées principales. Une idée autour de la protection de la donnée. Donc, bien entendu, c'est la mise en place d'outils et c'est agir aussi d'un point de vue sensibilisation auprès de l'ensemble des professionnels. Un deuxième sujet autour de la détection d'une action malveillante et un troisième sujet autour de la capacité de réaction de l'établissement en cas de cyberattaque. Au niveau du CHU de Lille, la sécurité des systèmes d'information est une préoccupation qui n'est pas nouvelle. Depuis 2010, le CHU de Lille s'est doté d'une politique générale de sécurité du système d'information, avec, comme vient de le dire Thomas, un système de management de sécurité des systèmes d'information. Donc, pour mettre en œuvre ces politiques et ces préconisations, le CHU de Lille a trouvé nécessaire de mettre en place une organisation particulière qu'on appelle au sein de notre DSI, la sécurité opérationnelle, pour prendre en charge et mettre en œuvre ces préconisations et de prendre en compte la sécurité tout au long du cycle de vie d'un système d'information, que ce soit au niveau, comme l'a dit Thomas, des corpus sécurité qu'on peut inclure dans le cadre de nos consultations pour acquérir de nouveaux systèmes, sur les analyses de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre, et bien sûr après, sur tous les moyens de supervision et de détection d'anomalies qu'on peut avoir. Y a-t-il à penser que les médecins et leurs équipes doivent apprendre aussi à faire sans la technologie pour en être moins dépendants ? Nous pensons que la sécurité informatique ne doit surtout pas être un frein aux évolutions technologiques et à l'utilisation d'outils dans le cadre de la prise en charge du patient. On peut prendre par exemple l'intelligence artificielle dans la détection des fractures. Maintenant, je pense qu'aucun établissement ne pourrait ne pas se doter de ce type d'outils. En plus, par rapport à la jeune génération de médecins qui, dans leur vie quotidienne, utilisent et sont friands de nouvelles technologies, c'est un véritable vecteur d'attractivité pour cette population, pour les hôpitaux publics. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a énormément de problèmes de recrutement de professionnels de santé et on ne peut pas ne pas être à la pointe de la technologie. Cependant, tout système est faillible et donc il faut qu'on accompagne, et comme l'a dit Thomas tout à l'heure, il faut qu'on accompagne les professionnels à être prêts à une indisponibilité ou une accessibilité de ces outils et de prendre en charge, dans le cadre de la continuité d'activité, le patient. L'hôpital d'Armentières a subi une cyberattaque en ce début d'année 2024. Pouvez-vous nous en faire un retour d'expérience ? Quelle organisation on met en place ? Selon quelle priorité ? Quelle résilience des praticiens, des patients ? Et surtout, quels bons conseils à donner à vos collègues des autres centres hospitaliers ? Je pense que Thomas et moi, on se garderait bien de donner des conseils à nos collègues. Cependant, ce qu'on peut dire, puisque la cyberattaque a eu lieu le 11 février 2024, qu'une gestion d'une cyberattaque dans un établissement de santé, c'est un véritable marathon. Et un marathon vraiment avec 3 étapes. Alors, une première étape, effectivement, qui est déclenchée
tout de suite après la cyberattaque, c'est donc la gestion de crise et la gestion de l'incident. Alors là, on va effectivement parler de la nécessité d'avoir à disposition des fiches réflexes pour isoler directement l'établissement de l'extérieur vis-à-vis du réseau informatique pour ne plus faire courir de risques supplémentaires au système d'information, et aussi des fiches réflexes pour protéger ce qu'il reste à protéger de disponible dans l'établissement, notamment la donnée patiente qui est vraiment le cœur du réacteur. Bien entendu, cette gestion de crise s'accompagne d'un moment d'analyse. Il est essentiel de comprendre ce qui s'est passé. La chose qui est très perturbante au début d'une crise, c'est effectivement qu'on a une instabilité du diagnostic initial qui nous fait conduire la barque dans une incertitude. Néanmoins, l'analyse finit par donner son compte-rendu, et après on peut passer donc du coup dans le deuxième temps, qui est le temps de la gestion de la reconstruction. Si on s'est fait attaquer, c'est qu'il y avait potentiellement des trous dans la raquette, donc il est important de reconstruire mieux qu'avant, notamment en respect des règles de sécurité qui sont généralement portées par le RSSI. La priorisation vient forcément des urgences qui sont données par la cellule de crise institutionnelle, et bien entendu la priorisation vis-à-vis des risques pour la prise en charge du patient et la continuité d'activité. Cette étape de gestion de la reconstruction peut être plus ou moins longue, et surtout, comme l'a dit Thomas, au niveau des priorisations qui peuvent être mouvantes suivant en fin de compte l'avancée des travaux, la facilité des travaux, etc., ou la priorisation. Donc cette étape plus ou moins longue, c'est aussi une gestion de la frustration des différents professionnels qui pensent toujours que ça ne va pas assez vite, qu'il faut revenir à la vie normale. Donc, il y a vraiment cette gestion, cette communication et cet accompagnement des professionnels de santé pour les amener déjà à dire il faut du temps, ce temps d'analyse, comme l'a dit Thomas, mais aussi ce temps de reconstruction dans les règles de l'art de sécurité, et puis pour les accompagner quelquefois aussi dans des évolutions nécessaires si les systèmes qui étaient en place à l'époque et au moment de la cyberattaque étaient obsolètes, et donc il faudra les mettre à jour et donc les accompagner peut-être dans un changement de pratique. Et puis la dernière étape, c'est la reprise de la vie normale. Donc les professionnels veulent qu'elle arrive très très vite, donc on est encore à Armentières dans cette étape transitoire entre la gestion de la reconstruction et la reprise de la vie normale. La reprise de la vie normale, c'est la reprise des projets antérieurs à la cyberattaque, où il y a une forte demande des professionnels d'avancer, je ne dirais pas d'oublier, puisqu'on n'oublie jamais. Finalement, le seul conseil essentiel pour l'avoir vécu au sein du centre hospitalier d'Armentières, c'est qu'une crise se prépare à froid et que les référentiels sont essentiels comme base de reconstruction. Et du côté métier, bien entendu, il est indispensable de travailler sur les plans de continuité d'activité pour que chacun et chacune sache comment travailler sans système d'information. Un grand merci à tous les deux pour cet échange très intéressant et surtout très concret. Le Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. J'ai le plaisir de recevoir Biljana Lesic, fondatrice de la société M&Moi, un espace innovant d'échange, de partage et de rencontres autour de l'importance du microbiote intestinal dans la santé. Bonjour Biljana Lesic. Bonjour Guillaume. Pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs, pouvez-vous présenter votre société M&Moi et le parcours qui vous a amené à la mise en œuvre d'une telle structure ? Alors oui, bien sûr, Guillaume. Donc, pour démarrer, je m'appelle Biljana, je suis docteur en microbiologie et chercheur de formation. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en laboratoire de recherche, 10 ans sur les mauvaises bactéries, les maladies infectieuses, et un peu plus de 10 ans également sur les bonnes bactéries, celles qui composent le microbiote intestinal. Juste un petit aparté pour définir ce mot microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Et donc le microbiote, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des micro-organismes qui sont à l'intérieur de notre corps, en particulier dans notre intestin. Et tous ces micro-organismes jouent des rôles importants et clés dans le fonctionnement de notre corps. Alors aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler du microbiote intestinal, mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à cet organe en tant que chercheur, nous savions vraiment très peu de choses. Pour ma part, en tant que chercheur, je me suis intéressée à comprendre de quoi il était fait, quel était l'impact de l'alimentation et surtout le lien avec les pathologies de notre siècle, le diabète, l'obésité et les maladies intestinales chroniques, qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, sont de plus en plus fréquentes, en particulier chez les jeunes, les 25-35 ans.
Je reviens donc à votre question, pourquoi j'ai créé M et moi ? Eh bien, face à l'impact négatif de l'alimentation ultra transformée sur notre santé et celle du microbiote intestinal, j'ai souhaité m'engager dans la prévention. Alors, avec M et moi, je veux contribuer à réduire l'incidence des maladies chroniques en sensibilisant à 3 grandes catégories d'aliments: les aliments fermentés, les fibres et les oméga 3. C'est vraiment ces 3 catégories d'aliments qui sont sous-consommés en France et qui sont pourtant clés pour notre santé. Je finis juste en 2 mots pour parler de nos actions. Alors, chez M et moi, nous avons 3 activités. Nous fabriquons et commercialisons notre marque d'aliments fermentés. Nous proposons le midi des plats équilibrés, conçus pour vous apporter tout ce que votre microbiote a besoin. Et notre 3e activité, je vais dire la plus importante, c'est vraiment la transmission du savoir. Alors au travers d'ateliers, de fermentation, mais aussi des cours de cuisine que nous proposons tous les week-ends dans notre boutique dans le 12e arrondissement de Paris. Si nous sommes sensibilisés régulièrement sur une alimentation plus saine, en quoi est-ce que ce focus sur le microbiote intestinal est important ? Alors effectivement, aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'alimentation saine. Nous sommes par exemple sensibilisés à l'importance de réduire notre consommation d'aliments transformés, d'éliminer tous les additifs et les conservateurs, et nous favorisons autant que possible le bio et le local. Ces modifications d'habitudes alimentaires sont évidemment très importantes. Cependant, pour prendre soin de son microbiote intestinal, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire consommer plus de fibres. Je tiens à souligner qu'en France, en moyenne, nous en consommons environ 10 grammes par jour, alors qu'il faudrait en consommer environ 25 et 30. Nous devrions avoir un apport en oméga 3, car ces oméga 3 sont anti-inflammatoires et hyper intéressants pour notre intestin et sa santé. Le 3e point, c'est vraiment consommer des aliments fermentés riches en probiotiques naturels qui vont contribuer à l'équilibre du microbiote intestinal et qui vont stimuler votre système immunitaire. Alors l'alimentation M et moi, c'est quoi ? C'est d'abord une alimentation saine, évidemment, mais surtout une alimentation diversifiée. Pourquoi diversifiée ? Parce que de nombreuses études cliniques aujourd'hui montrent que pour avoir un microbiote équilibré, il faudrait consommer 30 végétaux différents par semaine. Ça peut paraître compliqué, souvent mes clients me disent mais c'est impossible, ou d'autres me disent c'est tout à fait abordable. Et donc notre enjeu, c'est vraiment de vous proposer des solutions pour vous permettre d'y arriver. Je vous parlais tout à l'heure de nos repas, eh bien nous les concevons pour que chaque portion vous apporte entre 10 et 15 végétaux différents. Et donc avec 2 de nos repas, vous avez votre quota de végétaux pour la semaine. Vous avez fondé M et moi en 2021. Votre société est de fait encore relativement jeune. Quelles sont les prochaines étapes de votre développement ? Notre société a aujourd'hui 3 ans. Nous sommes aujourd'hui installés et nous avons un fort impact à l'échelle de Paris et de sa région. Nous avons lancé nos ateliers de formation, de transmission il y a à peu près 2 ans. Et depuis que nous avons lancé nos ateliers, plus de 4000 personnes sont venues nous voir. Alors, il faut savoir qu'à peu près la moitié de nos clients viennent pour comprendre et surtout trouver des solutions à leurs troubles. Nous souhaitons aujourd'hui permettre à encore plus de personnes de bénéficier de nos solutions. Pour cela, nous avons 2 axes de développement. D'abord, augmenter nos actions de prévention et toucher encore plus de personnes. Nous recherchons donc des partenaires qui souhaitent proposer nos ateliers à leurs collaborateurs, que ce soit des entreprises engagées dans la prévention, dans la santé des collaborateurs, mais aussi des maisons de santé ou même des hôpitaux. Notre 2e axe de développement est de pouvoir proposer nos solutions à un plus grand nombre, donc nos produits, nos repas, et donc d'augmenter notre capacité de production et de distribution. Merci Biliana Le Sic pour ces explications très claires. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos invités ainsi que tous les contributeurs à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 7 novembre prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la nouvelle application Radio KPMG. En effet, notre radio fête en 2024 ses 10 ans. Et pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons porter la voix de KPMG encore plus fort et encore plus loin. Au cœur de l'été, nous avons ainsi lancé une nouvelle application avec de nouvelles fonctionnalités. Disponible dès aujourd'hui, l'application Radio KPMG se positionne comme un média innovant et au service de tous les secteurs d'activité. Allez vite la télécharger, elle est gratuite et accessible à tous dans l'App Store et dans Google Play. Prenez soin de vous. Kenavo. L'économie autrement,
une émission de Radio KPMG.